Comme vous voulez, Monsieur Lebourg. Pardonnez-moi, je croyais que c'était automatique. Je vais essayer en quelques minutes de faire effectivement un topo sur cette question. Vous parliez d'arsenal juridique, madame, et effectivement, bien évidemment, l'intitulé de votre commission, il nous renvoie fatalement à la loi du 10 janvier 1936, aujourd'hui dans le Code de sécurité intérieure. L'extrême droite était, vous le savez, directement visée en 1936. Dans les premières moutures du texte, d'ailleurs, les groupes sont nommément cités, et c'est resté quelque chose d'important, puisque quand on fait le bilan des dissolutions, on voit que l'extrême droite représente à elle seule à peu près 40% des dissolutions sur cette base juridique. Alors, ce matin, j'imagine bien que vous avez vu pas mal de choses. Je ne doute pas que Pascal Perrineau vous ait fort bien parlé du national-populisme, par exemple. Je vais essayer d'être un petit peu rapide sur les aspects historiques, mais reprendre quand même une ou deux choses pour que ce soit clair. L'expression extrême droite, on l'a dans le vocabulaire français, elle apparaît dans les années 1820. L'homme d'extrême droite, c'est un homme qui refuse le désordre fait par les institutions et qui pense qu'il faut donner un grand coup de désordre pour remettre de l'ordre. Quand l'ordre n'est plus dans l'ordre, il est dans la révolution. C'est défini comme ça au départ, mais en fait on ne l'utilise pas beaucoup avant 1918 et on l'utilise encore plus après 1945, extrême droite. Et donc, Pascal vous expliquait ça, dans les années 1887, vous avez la cristallisation, première cristallisation électorale avec le mouvement boulangiste. Qu'est-ce qui fait point commun entre toutes les extrêmes droites, entre toutes ces structures, entre toutes les tendances? C'est l'organicisme au niveau idéologique. La conception d'une société conçue comme un corps. Quel que soit votre courant, vous pouvez être Action française, vous pouvez être un fasciste, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Si vous êtes d'extrême droite, vous êtes organiciste. Et autre chose qui est important, vous remettez en cause l'ordre géopolitique tel qu'il est. Hein, on refait la nation à l'intérieur de manière organiciste et on revoit l'ordre géopolitique global. Les radicaux dans l'extrême droite, parce qu'il faut bien différencier les radicaux des ultras. Les radicaux à l'extrême droite et ceux qui sont pour une révolution anthropologique, qui veulent sortir l'homme du libéralisme du XIXe siècle. Cette famille politique-là, dont les plus célèbres sont évidemment les fascistes et les nazis, elle apparaît après 1918, l'extrême droite radicale. Quand on parle d'ultra-droite, c'est autre chose. L'ultra-droite, c'est une formule policière, avec la réforme des renseignements généraux dans les années 1990, pour dire on ne s'occupe pas de politique, on s'occupe des problèmes à l'ordre public, et donc on va rechercher cette expression d'ultra qui était très courante durant l'Algérie française, justement pour les activistes et les terroristes. Donc il faut bien différencier les choses parce qu'on peut être radical. Quelqu'un de l'extrême droite radicale peut être tout à fait non violent. Quelqu'un de l'extrême droite modérée peut être tout à fait violent. Hein, ce sont des choses qu'il faut bien avoir à la tête. Alors, ces expressions-là, elles se nourrissent ainsi. L'expression de radicalisation, qui est très à la mode, je voudrais quand même le rappeler, elle apparaît dans notre contexte international essentiellement après les attentats de Madrid en 2004. Hein, le concept de radicalisation violente, c'est post-Madrid 2004, c'est quelque chose d'assez récent. En quelques dates, pour bien comprendre pourquoi cette extrême droite surgit au 19e et pourquoi elle va devenir importante au 20e siècle au niveau conceptuel, je vous disais les années 1820 pour l'extrême droite. Nationalisme, c'est 1793 dans la langue française. Nationalité, c'est 1825. Immigration, c'est 1876. Racisme, c'est 1892. Ethnie, c'est 1896. Antisémitisme, c'est 1879. Xénophobie, c'est 1901. Islamophobie, c'est 1910. Vous aurez bien noté que tout ça tient dans un mouchoir de poche comme création linguistique, pour cette raison très simple, qui est que le siècle des nations du 19e siècle, c'est aussi, à partir des années 1870, le siècle de la première globalisation. Et donc, on est dans ces réactions-là. Et lorsqu'on regarde la façon dont fonctionnent les extrêmes droites, il est très clair, je disais, elles remettent en cause l'ordre géopolitique, mais elles en proviennent. Le national-populisme, donc, vient de la défaite française de 1870. Le fascisme est l'enfant de 1918. Le néo-fascisme, c'est une subtilité née dès 1942 sur le front de l'Est. Et ce qu'on appelle le néopopulisme, M. Geert Wilders en Hollande, c'est une conséquence du 11 septembre 2001. Chaque crise géopolitique vous amène une mutation de l'extrême droite qui propose une nouvelle manière de faire une société organiciste dans de nouveaux contextes géopolitiques. Alors voilà, ces quelques éléments généraux posés. Les groupuscules, là-dedans, comment fonctionnent-ils? En France, on a toujours eu un système de groupuscules interconnectés entre eux, formant, si vous avez aimé Deleuze, un rhizome, sinon parlons de nébuleuse. Donc on est très différent du cas italien ou du cas allemand. On n'a jamais eu un grand parti de masse. Si vous prenez les estimations des services de police, en 1936, lorsqu'il y a les dissolutions, vous faites le total de tous les courants d'extrême droite, vous avez un peu plus d'1 million de personnes, ça vous représente 5,5% de la population active. C'est rien par rapport à ce qui se passe dans certains pays européens. Je vous rappelle que le parti nazi, à la fin, c'est 8 millions de membres.
Là-dedans, si vous regardez les fascistes, il n'y a que les francistes qui sont comptés, les francistes de Marcel Bucard, c'est 0,5% de ces 5,5%. C'est vous dire comme c'est rien. Après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement néofasciste qui, au vu de sa documentation interne, a eu le plus grand nombre de militants, c'est Ordre Nouveau, mouvement de 1969 à 1973, dissous par l'État, avec 2341 encartés, si ma mémoire est bonne, en juin 71, ces conseils nationaux. Ensuite, pareil, en travaillant sur les fichiers militants, l'étiage classique d'un mouvement néofasciste en France dans les années 70-90, c'est entre 100 et, dans les grandes réussites, 200-250 personnes encartées en même temps, parce que vous avez un profond turnover et que vous avez aussi, et ça date des années 1940, une pratique du multi-encartement à l'extrême droite radicale qui est extrêmement classique. Ces effectifs, il faut bien voir, on ne peut pas les surestimer à cause de l'agitation. Je vous prends un exemple simple. La Fédération des étudiants nationalistes, qui est le mouvement phare de l'extrême droite française du début des années 60, elle dit aux médias, nous sommes 15 000. Les renseignements généraux, dans leur rapport de l'époque, disent, ils exagèrent, ils sont 3 500. Quand vous regardez le fichier militant, ils sont 350. Par contre, ils démultiplient leur activité, et c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui encore dans les groupuscules d'extrême droite, une capacité, effectivement, à avoir des militants mobiles qui se déplacent, qui donnent une impression de nombre. Sur ces effectifs, on a, je vous disais, 2300, 2500, arrondissons, Ordre Nouveau. C'est l'étiage auquel nous restons depuis des décennies, malgré les changements de la démographie française, de manière assez étonnante. Vous avez un rapport des renseignements généraux qui vous fait un portrait de toute la famille des extrêmes droites avec les effectifs en 1987. Vous avez une estimation pour l'extrême droite radicale activiste de 2500 personnes, dont 400 skinheads, qui donc eux ne sont pas dans les groupuscules, qui sont dans des bandes, et donc qui représentent 16% du total. Donc vous voyez, on reste sur les mêmes nombres. Aujourd'hui encore, les dernières synthèses qui ont été faites par les services de renseignement nous placent dans les 2-3 000 personnes, avec aujourd'hui la très grande ambiguïté que les réformes ont changé les choses et peut-être fait perdre un peu de qualité de l'observation, qu'on met les radicaux et les ultras un peu dans le même sac en fait quand on en parle, qui fait que les comptages sont beaucoup moins précis. Implantation géographique de ces groupuscules radicaux, ça n'a pas tellement changé depuis les années 30. Vous prenez le couloir rhodanien, vous êtes à Lyon, vous descendez à Marseille, vous tournez sur Nice. Nice, toujours très important. Déjà, pour le Parti populaire français, Jacques Doriot, ça le reste aujourd'hui. C'est un cœur vivant de l'extrême droite française, Nice. C'est une très jolie ville également. La Flandre, en moindre part, l'extrémité septentrionale. Et puis la Bretagne plutôt Nantes que Rennes, sachant que Nantes, c'est pour toutes les radicalités politiques quelque chose aussi pour le terme d'ultra-gauche né à Nantes en 1947, les activistes bretons, etc. Enfin, Nantes, c'est un endroit toujours intéressant. Voilà, ça c'est la géographie rapide. Question des violences. J'imagine que la question de l'ordre public est pour vous centrale. Est-ce qu'il y a progression des violences, oui ou non? Alors, il faut voir les choses avec un peu de recul. Il y a eu 3 phases importantes de violence sous la 5e République. Janvier-février 62, 191 plastiquages en métropole. Donc là, on est dans le cœur des questions de l'OS, etc. 76-79, on a 185 attentats. Tout ça sont données renseignements généraux et police judiciaire, les estimations des services de police. 185 attentats entre 76 et 79. Et 325 pour 79 été 80, dont 50 attentats par explosifs. Ça, c'est les grosses périodes chaudes de terrorisme d'extrême droite sous la 5e. On en est loin. On en est loin. Il faut bien voir, il y a un rapport de la CIA de 1983 qui décompte le nombre de groupes terroristes connus par la France sous la 5e République. Vous en avez 16 d'extrême droite, 13 d'extrême gauche, 12 séparatistes. Donc, d'après la CIA, on n'a plus d'extrême droite. Mais c'est en 83, avec une définition de terrorisme aussi qui est un peu différente de la nôtre, on n'est plus dans cette situation. On a une évolution quand même des violences qui est calculée par un programme en cours, donc avec des chiffres qui ne sont pas terminés, bien évidemment, de recensement dans le cadre du programme de l'Agence nationale de la recherche Violence et radicalité militante, qui est dirigé par François Audigier, auquel nous avons l'honneur et la joie de faire partie. Actuellement, sur la base de données, et donc
La base sera finie dans 2 ans. Donc, bien évidemment, c'est extrêmement partiel et partial, ce que je vous dis là, mais on fait ce qu'on peut. Là, actuellement, on a 3298 faits qui sont recensés. J'ai regardé. Alors, dedans, on a aussi les gars du FLNC, etc. On n'a pas que les politiques. Si on regarde les politiques, à l'état actuel, j'en ai 412 pour l'extrême et l'ultra-gauche, 546 pour l'extrême droite et l'extrême droite radicale, depuis 1986 jusqu'à 2017. Donc la proportion, c'est à peu près un tiers pour les politiques, des violences politiques en France, pour les extrêmes, disons. Et vous voyez à peu près 60% à la louche pour le côté droit par rapport au côté gauche. Quel type de violence, si on les différencie? À gauche, très clairement, quand on regarde ça, ce qu'on a, ce sont des violences matérielles. Ça va être l'agence bancaire, les choses comme ça, vous savez, cassées durant les manifs. Ça va être les forces de l'ordre, je n'ai pas besoin, ça, vous connaissez tous ça par cœur. Et également, dans le total, on a pas mal d'actions de destruction qui sont délictuelles mais non violentes. Pardonnez-moi la formule qui peut paraître bizarre. En fait, c'est tout simple. C'est par exemple les fauchages d'OGM avec des militants, visage découvert devant la presse. Mais c'est bien évidemment délictueux à part ça. Donc, on est dans une logique qui est une logique où la violence est un rapport de force. À l'extrême droite, on a une violence qui est beaucoup plus conjoncturelle, qui est beaucoup plus une violence d'opportunité, une violence de l'impulsivité. C'est-à-dire qu'une bonne partie de ce qu'on a là, ce sont en fait des violences racistes provoquées par une rencontre, une mauvaise rencontre pour la victime. Plus, on va avoir une augmentation des violences à partir de 2013, qui est due au moment de 2013, où là, il y a aussi cette question de la violence homophobe qui apparaît. Alors que le moins qu'on puisse dire, c'était que dans l'extrême droite des années 70-80, l'homophobie n'était pas forcément prioritaire. Et là, il y a des choses effectivement qui se passent. Et au niveau des violences matérielles sans victime directe, il y a le cas particulier des profanations de cimetières, bien évidemment, mais qui est quand même un cas qui concerne essentiellement l'Est de la France. Alors l'Est de la France, déjà, c'est un univers un petit peu particulier pour l'extrême droite radicale, mais alors les profanations de cimetières, c'est quand même beaucoup plus chez eux qu'ailleurs. Donc voilà, une remontée depuis 2013 sur cette forme-là. Je vais me dépêcher de finir, mon cher Stéphane, pour passer la parole. Ok. Prenez quelques minutes, il n'y a aucun problème. Prenez votre temps. Ok, d'accord. Bon, on me dit, il faut que tu sois... J'essaye de faire au mieux. Alors, on a un changement quand même qui est notable depuis 2015, qui est la question de la tentation terroriste. Là dont il faut parler parce que c'est quand même une question sérieuse. Alors, toute proportion gardée, bien évidemment, j'ai re-regardé le rapport qu'avaient fait vos collègues du Sénat il y a de cela quelques mois. On a 611 personnes détenues en 2018 pour terrorisme, 505 pour les réseaux djihadistes, 28 pour l'extrême droite activiste. Donc, en ayant conscience, bien évidemment, des proportions dans lesquelles nous parlons. Néanmoins, il se joue des choses tout à fait importantes et intéressantes. Il y a eu le démantèlement en particulier de ce groupe à Marseille qui avait repris le nom d'OS, et il y a eu ce groupe AFO, Action des Forces Opérationnelles. En fait, ça vient à la base de l'Alliance Fraternelle Occidentale. C'est un nom maçonnique à la base. Ça participe du néopopulisme, de la transformation des logiciels des extrêmes droites. Ce qui fait le lien entre ces gens, c'est qu'ils décident de passer à une véritable violence post-13 novembre. Ce sont tous des enfants du 13 novembre. L'OAS, c'est donc cette néo-OAS, est d'ailleurs fondée en novembre 2016. Parmi les membres de l'AFO qui ont été arrêtés, il y en a 4 qui disent connaître des gens qui étaient des victimes du 13 septembre. À l'OAS aussi, il y en a une. Il y a une personne qui vivait du côté des terrasses qui ont été mitraillées, etc. Il y a un enseignant qui dit qu'il a été traumatisé par les réactions de ses élèves post-Charlie. Ce sont des groupes qui sont des enfants du 13 novembre. La première réaction de Logan Nissin, le patron de l'OS marseillaise, d'ailleurs, c'est de vouloir partir en Hongrie après le 13 novembre, avec M. Orban, qui lui paraît être quelque chose de rassurant. Moi, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui les lie également? C'est l'obsession de la guerre d'Algérie, de l'idée que nous vivons depuis le 7 janvier 2015, la 3e mi-temps de la guerre d'Algérie. Et ça, c'est quelque chose qui est une idée extrêmement puissante. Monsieur Éric Zemmour, qui ne relève pas de l'extrême droite, stricto sensu, bien évidemment. Monsieur Éric Zemmour, par exemple, a beaucoup parlé de ça, a beaucoup évoqué la chose en disant qu'effectivement, il a même parlé lorsqu'il y a eu il y a quelques mois encore un débat sur la guerre d'Algérie, sur la question de la torture, en disant, rendez-vous compte, il y avait un Bataclan par jour. Donc même dans ces formules-là, ces comparaisons-là. Ça, c'est une obsession absolue de ces groupes-là, l'idée que nous vivons la guerre d'Algérie. Le groupe AFO avait par exemple 2 sites internet,
un site internet fait pour séduire des militaires et les amener dans les réseaux subversifs, avec des références aux officiers Lachaurois, Trinquier, pour ceux parmi vous qui sont intéressés peut-être à la guerre d'Algérie à un moment dans leur vie. Vous voyez, en tout cas, c'est des noms vraiment importants de la guerre subversive et de la guerre d'Algérie. Et un site grand public, pour vous et moi, disons, qui lui est orienté sur le grand remplacement. Le grand remplacement, pitié, ce n'est pas une invention de Renaud Camus, juste 2 secondes, le grand remplacement, c'est depuis les années 1950, ce sont d'anciens Waffen-SS qui mettent ça sur la table, à partir des années 1950. Par contre, le discours, c'est que c'est les Juifs qui provoquent la destruction de l'Europe par le métissage provoqué par le remplacement de population, de manière à imposer la dictature juive mondiale à travers l'ONU. On a enlevé ces dernières années la causalité antisémite et la dimension antisémite du discours, et c'est ça qui l'a rendu mainstream, mais c'est quelque chose qui est bien plus vieux que ça. C'était un aparté. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a une continuité pour la première fois depuis 61, quand je vous parlais de 191 plastiquages à ce moment-là. On n'a pas enfin une continuité entre le mainstream et l'underground, parce que l'idée du grand remplacement, l'idée d'une guerre d'Algérie dont ferait la troisième mi-temps, ce sont des idées puissantes dans la société française d'aujourd'hui. Et ce lien-là, on ne l'a pas du tout. Quand je parlais des attentats des années 76-80, les néo-nazis qui font sauter des boutiques Daniel Echter en 78 ne correspondent pas à une demande sociale. Il n'y a personne dans la société française de 78 qui veut qu'on fasse sauter des boutiques Daniel Echter. Aujourd'hui, les choses sont dans un climat beaucoup plus ambigu. Et c'est à ce moment-là, bien évidemment, qu'il peut y avoir quelques soucis à se faire. En quelques mots, quelle a été la politique de l'État par rapport à ce type de choses? Alors, je viens de parler de violence, je rappelle que, bien évidemment, l'essentiel des groupuscules s'exprime de manière absolument légale et non violente, bien évidemment. Primo, sur les questions de dissolution, l'État a souvent été assez enthousiaste sur les dissolutions, et quand il demande à ses préfets, aux services de police ou de renseignement, quand on regarde les archives, ceux-ci le sont nettement moins. Par exemple, le mouvement de M. Chateau-Jaubert, dans les mouvements qui participent de la nébuleuse OS, quand M. Chateau-Jaubert est en Espagne, le gouvernement fait sonner les trompettes, on va dissoudre ça. Que lui disent les services de renseignement? Chateau-Jaubert et ses amis sont absolument persuadés que les membres du CNR qui dirigent l'OS sont totalement infiltrés par les francs-maçons, et donc leur mènent une guerre de l'intérieur, et Chateau-Jaubert déstabilise l'OS. Nous n'avons pas besoin, pour combattre l'OS, de dissoudre M. Jaubert, nous avons besoin qu'il persiste. De même, lorsque l'État envisage à un moment une dissolution de l'œuvre française dans les années 70, que lui répondent les services de police? Nous savons où ils sont, nous les surveillons, nous savons ce qu'ils font, ne nous égayez pas dans la nature. C'est un problème. Quand on dissout Ordre Nouveau en 1973, il y a certes 82 actions violentes de rue qui sont attribuées à ce moment-là à Ordre Nouveau, et on est en deçà. Il y a plein de choses qui se passent avec Ordre Nouveau, c'est un mouvement intéressant. Qu'est-ce qui se passe? On a des militants qui partent dans la nature, alors que l'État a pris soin de ne pas dissoudre certaines structures qui appartenaient à Ordre Nouveau, qui fait que les militants auraient pu y aller, mais les cadres n'étaient pas très bons à ce moment-là. Ils n'ont pas bien compris les sorties, alors que les cadres d'unité radicale ont su faire ça très bien. Et on a une explosion de violence raciste. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir les gens d'Ordre Nouveau et les gens de la Ligue communiste qui se tapent dessus à coups de barre de fer dans un campus en s'étant donné rendez-vous, vous avez des gens qui vous mettent des bombes dans des cafés fréquentés par des Arabes. Il y a plus de troubles à l'ordre public. De même que vous avez une explosion des violences en Corse après les dissolutions, également la même période 73-74. Lorsqu'on demande, de façon, voilà, on le voit bien, lorsque le PNB, le Parti nationaliste breton, on envisage sa dissolution, les préfets disent non, prenons la voie légale lorsqu'il y en a qui commet un crime ou un délit. Bref, on retrouve ça très souvent où les services, donc là pour l'œuvre française, disent que ce n'est pas forcément la meilleure idée, et je crains qu'il n'ait souvent raison. Prenons un exemple très simple. Le Parti nationaliste français qui tenait meeting samedi dernier, les médias en ont largement parlé, un meeting de dénonciation du judaïsme politique, je cite. D'où vient le PNF de M. Benedetti? C'est à la base le courant Jeune Nation. Le courant Jeune Nation, ces cadres, dont M. Sidos, ce sont des membres du francisme. Le francisme est dissous en 1936. Il se reconstitue automatiquement. Ensuite, il y a cette grande dissolution qui est l'épuration. Dès la fin des années 40, Jeune Nation se reconstitue, donc se constitue. C'est surveillé quand vous regardez les archives du secrétariat général de l'Élysée
Il y a plein de documents sur la création de Jeunes Nations. Vous voyez que jusqu'au niveau du cabinet de l'Élysée, on s'intéresse à ça. Jeunes Nations va être dissous en 58, il va être dissous en 59, quand il se refonde sous la forme du Parti nationaliste. Il y a une scission, l'œuvre française se fait toujours avec Sidos, on est donc toujours à la continuité du francisme. L'œuvre française, donc on envisage de la dissoudre dans les années 70, M. de Villepin également, ensuite 30 ans plus tard, et finalement M. Valls la dissout. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se reconstitue comment? Elle est aujourd'hui parfaitement reconstituée. Parce qu'il y avait le Parti nationaliste français qui était devenu une coquille vide, qui était né d'une scission faite du Front National par d'anciens Waffen-SS qui considéraient que Jean-Marie Le Pen était devenu un instrument d'Israël. Dans des manœuvres talmudiques, je cite. Après l'assassinat de François Duprat en 1978, une grande histoire. Donc le PNF était devenu une coquille vide. Les anciens de l'œuvre française fondent des associations. Au bout d'un an, vont au PNF. Il n'y a pas de reconstitution de Ligue dissoute. Le PNF existe depuis 1983. Il n'y a pas photo. Ils sont malins et juridiquement, ils ont raison. Voilà donc un mouvement qui est dissous en continu depuis 1936. Ce qui montre qu'il faut avoir une extrême modestie, je crois, dans l'intitulé de lutte que vous avez choisi, messieurs, dames, que cette question de lutte est une question complexe. La question de l'insertion, du contrôle, du containment, comme on disait à une autre époque, sont peut-être d'autres problématiques qui sont aussi envisageables. Je ne voudrais pas t'empêcher de parler en tenant la plombe diplombe. Vas-y. C'est très bien. Alors, éteignez votre micro pour que votre